Salut la commu. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aux enfants de la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. On vous a grave manqué, on le sait, ça se sent, mais on est de retour et on vous a concocté un petit plat sur une thématique pas piquée des hannetons, pas polémique du tout, d'une facilité déconcertante. J'ai nommé la masculinité. Waouh, vous avez vu le timing? Bon, petit problème technique avec le néon. Mais le néon était ancien, il était vieux. Mais ici, on est dans une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle formule. Et c'est une nouvelle recette. On va au plus près de vous, les jeunes. On va vous poser des questions. On va écouter vos réflexions. Et nous, on va réagir à ça. Et on va vous donner quelques petites infos. Et bien, vous savez quoi? C'est parti. On y va maintenant tout de suite. Nous, on s'est rendu compte que la masculinité, c'est une thématique dont les médias, dont les politiques, dont les jeunes parlent beaucoup ces temps-ci. Alors nous, on s'est décidé à se saisir de la thématique, d'aller vers vous. On a sauté sur notre micro et sur notre caméra. Et on a été dans la rue pour vous trouver. Petite précision d'emblée. Dans cette vidéo, il y a des moments où je donne des informations factuelles, vérifiées, sourcées. À ce moment-là, vous le verrez directement. Parfois, je serai plus en mode questionnement, en mode réflexion. Je m'interrogerai sur des choses sans pour autant donner des réponses définitives. Mais le but, c'est aussi de vous amener à vous questionner et à réfléchir par vous-même. Et parfois, finalement, à d'autres moments, ce seront juste les jeunes qui se posent des questions ou alors qui donnent leur avis. Évidemment, leur avis, il n'engage qu'eux. Et alors, on commence tout de suite avec la toute première question des jeunes sur la masculinité. On y va. Ça veut dire quoi être un homme pour vous en 2025? Pour moi, être un homme, c'est un peu comme être une femme, mais je veux dire, pour moi, un vrai homme, c'est quelqu'un qui a du respect. Puis, en fait, moi, il n'y a pas tellement de différence avec une femme, vous voyez. Donc, je dirais c'est un peu la même chose. Eh bien, déjà ici, c'est super intéressant parce que Hélène et Elsa semblent lier la question de la masculinité à des valeurs à respecter. Donc, quand tu es un homme, il y aurait certaines valeurs que tu devrais avoir, notamment la valeur respect. Et là aussi, on entre directement dans le vif du sujet. Elles disent qu'à leurs yeux, il n'y aurait pas énormément de différence avec le fait d'être une femme. Par là, elles pourraient peut-être vouloir dire que les différences entre les hommes et les femmes sont finalement des constructions de la société et que le fait que les hommes et les femmes aient en commun leur humanité soit finalement plus important que leurs différences biologiques. Il y a des courants de pensée comme l'humanisme qui en effet émettent cette hypothèse-là que le plus important finalement c'est notre humanité commune au-delà de nos différences. Et c'est déjà une réponse super intéressante parce qu'elle ne fait pas consensus. Parce qu'il y a des gens qui partent du principe que les hommes et les femmes naissent avec des différences biologiques, avec des aptitudes différentes et que plutôt que d'essayer de gommer ces différences ou de dire qu'elles n'existent pas, l'idéal serait simplement de reconnaître ces différences et de reconnaître des complémentarités. Est-ce qu'elle n'est pas intéressante cette réflexion-là? Vous en pensez quoi la commune? Un jeune, un avis, on l'a eu, alors maintenant on passe à la réponse suivante. Pour moi, pas grand-chose. Enfin, je me considère comme un homme et pas plus que ça, autant que pour une femme, c'est la même chose. Là, ici, Martin nous fait aussi entrer au centre d'un sujet qui est très important, qui peut diviser les esprits et qui ne fait évidemment pas toujours consensus. Le jeune homme ici déclare qu'il est un homme parce qu'il se perçoit comme tel. Ça signifie qu'en fait, la manière dont on se perçoit définit finalement le genre qu'on a. Le jeune homme ici, qui se présente à nos yeux comme un homme, se déclare en être un parce qu'il se perçoit comme tel. Donc si on extrapole un petit peu, donc si on va un petit peu plus loin, ça signifie qu'on a le genre qu'on a à partir de la manière dont on se perçoit. D'ailleurs, d'un point de vue strictement légal, on va dire que cet homme a tout à fait raison lorsqu'il dit ça, parce que nous avons la possibilité légale de choisir le genre en fonction de la manière dont on se perçoit, notamment sur les papiers, et de pouvoir le changer dans tous les papiers. Attention que cette possibilité que j'évoque s'applique dans le cadre binaire homme-femme, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça pour les personnes non binaires à l'heure actuelle. Et finalement, on pourrait s'interroger et se dire qui est finalement de plus légitime que moi-même pour définir qui je suis. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de différences entre l'homme et la femme en 2025 au niveau que ce soit du travail ou même plein d'autres choses. Je trouve que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Ouh là là, là ça balance des grosses vérités qui font mal, mais qui sont tout à fait justes. On l'entend beaucoup, nos sociétés ont fait des pas de géant en ce qui concerne l'égalité homme-femme, surtout si on compare ça avec d'autres endroits du monde ou si on compare ça à d'autres époques. Mais ce que Valentine dit ici, en plus d'être son avis personnel qui est tout à fait légitime, est aussi tout à fait juste dans les faits. Et puisqu'elle l'aborde, on va essayer de très rapidement apporter des informations complémentaires. En effet, les femmes souffrent toujours de nombreux désavantages dans notre société
et le monde du travail ne fait pas exception. Il existe des chiffres qui sont tout à fait questionnants sur cette thématique-là et je vais peut-être vous en donner quelques-uns. Par exemple, dans le CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, seulement 6,5% des postes de direction, donc PDG, directeur, directrice, etc., étaient occupés par des femmes en 2023. Ce qui correspond donc à 3 femmes PDG sur 40 directions. C'est vraiment pas beaucoup. Pour les différences salariales, les chiffres disponibles par l'État belge montrent qu'en 2022, la différence horaire, donc le salaire à l'heure, était toujours une différence de 5% entre le travail d'un homme et d'une femme, et évidemment au détriment des femmes. On pourrait aussi parler des différences de santé mentale, où les statistiques montrent que les femmes sont beaucoup plus en souffrance que les hommes au travail. On pourrait parler du harcèlement sexuel aussi, où on peut montrer, les statistiques montrent que les femmes ont plus de problèmes à ce niveau-là que les hommes dans le milieu du travail. Mais dans tous les cas, tous ces chiffres qu'on vient de donner, tous ces exemples, vont dans le sens de ce que disait Valentine et vont dans le sens du fait que les femmes souffrent encore beaucoup de désavantages dans le milieu du travail vis-à-vis des hommes. Attention, et c'est très important pour moi de le préciser, le fait de parler des souffrances des femmes ne diminue en rien la souffrance différente mais réelle que peuvent éprouver les hommes, quels que soient les milieux dans lesquels ils l'éprouvent. Simplement, ici, nous on suit les réflexions des jeunes et on suit leur fil de pensée. On aura l'occasion d'aborder ça dans une vidéo à part entière et on le fait ici maintenant différemment histoire de ne pas se perdre. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de différences entre l'homme et la femme en 2025, où je trouve que l'homme est toujours au-dessus de la femme. C'était finalement répondre à la question qui lui était posée de qu'est-ce qu'un homme en 2025 pour toi? Seulement, elle y a répondu en établissant une comparaison entre les hommes et les femmes, et cette comparaison a été faite à l'aune des privilèges et des différences hommes-femmes. C'est une approche intéressante parce qu'elle permet de s'interroger sur finalement la définition qu'on peut faire d'un homme et la définition qu'on peut faire d'une femme. Par exemple, si j'extrapole et donc si je vais un tout petit peu plus loin dans sa pensée, mais alors là, ce n'est plus sa pensée, c'est moi qui vais plus loin, on pourrait dire que la définition d'un homme, ce serait en 2025, un homme, c'est quelqu'un qui a l'occasion d'être mieux payé, qui a l'occasion d'avoir moins de problèmes de harcèlement, qui a l'occasion d'avoir plus de possibilités de postes de direction qu'une femme. Déjà pour vous, c'est quoi être un homme en 2025? C'est vraiment être normal. C'est être un être humain comme les autres. Là, on en revient sur quelque chose qui a déjà été entendu, mais qui reste néanmoins très intéressant, à savoir qu'un homme est finalement un être humain comme les autres, sans qu'il y ait d'attendu particulier vis-à-vis de la masculinité. Chacun sa définition, mais franchement, ça serait du cas par cas, je pense. Voilà, je pense que peut-être à titre personnel, tu trouves que tu représentes bien l'homme 2025. Moi, à titre personnel, j'essaye et je m'efforce d'être un homme. Là, on est dans le vif du sujet et évidemment, c'est super intéressant parce que ce que ce jeune dit avec beaucoup d'intelligence et d'éloquence, c'est qu'en fait, chacun peut avoir l'impression de représenter l'homme de 2025. Moi, je suis un petit homme barbu, souriant et qui aime les karaokés. Et c'est finalement peut-être comme ça que moi j'ai la vision de ce qu'est l'homme de 2025. Mais je pense que c'est compliqué d'être un homme, je pense. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin ouais, c'est compliqué, chacun a sa conception. Les femmes ont leur conception de ce qu'est un homme, les hommes ont leur conception de ce qu'est un homme. Et il n'y a pas vraiment de terrain d'entente. Donc moi je dirais que c'est ça. C'est du cas par cas. Et ce qu'il dit est très intéressant aussi, et ça va aller renforcer un petit peu ce que les autres ont pu dire précédemment. Parce qu'il dit « je m'efforce d'être un homme ». Donc ça signifie que être un homme, c'est aussi quelque chose qu'il travaille, c'est aussi quelque chose qu'il s'efforce d'être, et donc c'est pas quelque chose qui est finalement particulièrement inné, mais c'est issu de son travail pour correspondre à la vision qu'il a de ce que c'est l'homme et donc masculinité. Être un homme, ça demanderait donc finalement du travail, et on va voir que la suite de son propos continue un petit peu dans cette définition-là. Les femmes ont leur conception de ce qu'est un homme, les hommes ont leur conception de ce qu'est un homme, et il n'y a pas vraiment de terrain d'entente. Et par là, il met en lumière une idée qui n'est ni vraie ni fausse, mais une idée qui est vieille comme le monde et qui se défend, qui serait que les hommes et les femmes seraient tellement différents par nature que parfois ils auraient bien du mal à trouver un terrain d'entente. Il y a un vieux livre des années 90, les années 90 qui sont ma décennie, qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », qui essaie de mettre en lumière avec beaucoup d'humour qu'en fait les hommes et les femmes viennent finalement de deux planètes très différentes. Mais en dehors de cette anecdote sur ce petit livre, il y a en fait finalement plusieurs courants de pensée, parce qu'il y a des gens qui vont dire que ces différences entre les hommes et les femmes, elles sont inévitables, et elles sont d'autant plus inévitables qu'elles viennent de la nature, qu'elles sont innées
et qu'elles sont inchangeables. Il y a donc ceux qui pensent que les différences sont génétiques, biologiques et inchangeables, mais il y a aussi ceux qui pensent que ce n'est pas inné et que c'est acquis, que finalement ces différences sont des différences d'origine sociale, qui sont des constructions finalement sociales, le genre, et qui disent qu'un homme en 2025 est finalement incroyablement différent de ce qu'était un homme dans les années 70 par exemple. Petite parenthèse après cette intervention, ça me donne envie de dire à quel point, même en essayant de poser les questions les moins orientées, les plus neutres possibles, on peut vraiment réussir à voir et à trouver des témoignages de jeunes qui sont d'une grande intelligence et qui sont d'une grande diversité. Donc voilà, je voulais répondre avec vous tout le bonheur que j'ai à pouvoir parler à tous ces jeunes. Chacun décide sa manière d'être un homme, alors c'est ça? Non, moi je suis pas d'accord. Ok. Je suis d'accord que chacun décide, mais il y en a qui devraient être condamnés par leur manière de décider, quoi. Il y a des manières qui sont pas ok. Et donc pour se focaliser sur la réponse qui vient de nous être donnée, en fait cette réponse elle cristallise un gros débat qui fait rage dans la société, dans les médias, dans les politiques, un petit peu partout, et qui serait en fait de se poser la question de est-ce qu'il existe bel et bien une forme de masculinité qui soit négative ou une masculinité qui soit toxique, comme on dit beaucoup maintenant. Je ne vais pas vous répondre maintenant parce que ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines choses qui sont purement et simplement illégales. Je vais quand même vous donner un exemple pour illustrer. Un jeune, que je ne mettrai pas à l'écran pour ne pas l'afficher, mais m'a tout de même répondu quand je lui posais la question de ce que c'est être masculin pour lui en 2025, m'a répondu que c'est ne pas être homosexuel. C'est quelque chose qu'il a le droit de penser, mais c'est quelque chose qui, dit en public ou par exemple partagé sur les réseaux sociaux, est très problématique car ce sont des paroles à caractère homophobe. Ce n'est peut-être pas aussi visible ou aussi violent qu'une insulte directe ou qu'un crachat ou quelque chose de la sorte, mais en fait c'est quelque chose qui est quand même à caractère homophobe parce que finalement ça véhicule une idée très négative de la masculinité et de l'homosexualité surtout. Ça véhicule l'idée que être homosexuel, c'est ne pas être masculin, c'est ne pas être un homme et véhiculer délibérément une image négative de l'homosexualité, c'est un comportement à caractère homophobe. On est dans une zone floue parce que si c'est dit en privé ou qu'on le pense, ça reste un avis qui est problématique, mais qui n'est pas punissable à partir du moment où ça reste dans le cadre privé, même si ça reste problématique. Par contre, si c'est dit en public, ou par contre, si c'est dit sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui entre sous le coup de lois, comme la loi antidiscrimination de 2007, et donc c'est quelque chose qui est potentiellement punissable par la loi. Si j'en parle aussi, c'est parce qu'il y a certains youtubeurs masculinistes qui se servent de leurs paroles, de leur notoriété, de leur chaîne YouTube, pour pouvoir répandre des idées qui finalement sont soit des appels à la haine vis-à-vis de certaines communautés, vis-à-vis de femmes. Et donc, ça, ce sont des choses qui peuvent être répréhensibles et donc qui peuvent être punies par la loi. Et c'est ça aussi qui est si compliqué, c'est que parfois, il y a même souvent des youtubeurs, des influenceurs, des personnes qui sont très inspirantes et qui partagent des conseils pour prendre soin de son corps, pour le sculpter, qui partagent des conseils de lifestyle, de style de vie, pour prendre soin de soi, pour se motiver, pour se sortir finalement d'un quotidien qui est difficile ou dans lequel on a l'impression de ne pas vraiment trouver de sens. Et donc, il y a des gens qui font des choses extrêmement positives, même dans ces sphères-là. Mais comme le dit notre jeune amie namuroise, il y a aussi certaines personnes, certains youtubeurs qui ont des comportements qui devraient être punis ou en tout cas qui sont punissables parce qu'en fait, ils mettent en danger certaines communautés, ils appellent à la haine. Et quand je dis certaines communautés, oui, parfois c'est les communautés LGBT, oui, parfois c'est des dénigrements de femmes, mais il y a aussi parfois des youtubeurs, des influenceurs qui dénigrent simplement les hommes qu'ils considèrent comme faibles. Et parfois, c'est des hommes qui sont hétérosexuels, qui sont des jeunes hommes qui finalement vont tellement se sentir dénigrés que, comme on le disait tout à l'heure, ça peut poser des énormes problèmes de santé mentale et ça peut faire que eux ne se sentent pas respectés et ne sont pas respectés en tant qu'individus, alors que leur masculinité à eux, à ces jeunes-là, elle est tout à fait respectable tant qu'elle respecte finalement celle des autres. Bon, on a déjà beaucoup parlé et on a eu énormément de chance de tomber sur des jeunes qui ont bien voulu nous parler, qui ont bien voulu nous donner leurs témoignages, qui ont été inspirants et croyez-moi, on a de la matière pour les prochaines vidéos. On va encore vous demander deux petites choses. La première, c'est d'essayer de nous envoyer des messages, de nous dire ce que vous pensez de la vidéo, d'envoyer des vocaux sur la chaîne Insta de la Lasagne Politique, de mettre des commentaires, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de réagir et on essaiera de les intégrer aux prochaines vidéos pour un petit peu réagir avec vous. C'est la nouvelle manière qu'on a d'essayer de travailler, c'est à partir des informations que vous nous donnez. Et évidemment, vous pouvez liker, vous pouvez partager, parce qu'évidemment la vidéo vous a sûrement énormément plu, ça on compte sur vous là-dessus. Donc vous le savez peut-être pas, mais on a une nouvelle chaîne Insta, la Lasagne Politique, on a une chaîne TikTok, la Lasagne Politique, on a toujours notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux parce qu'on met des contenus exclusifs.
Et donc de toute façon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Hasta la vista, cœur sur vous.